Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci d'être là en ce 25 février 2019. Dans un petit moment, nous pourrons apprécier un point météo pour connaître un petit peu les prévisions du ciel pour cette journée du 25 février. Et puis, ce sera suivi d'un point d'actualité dirigé par Nejma Harash qui reçoit aujourd'hui le secrétaire national de l'Union générale des travailleurs algériens. Dans notre matinale ce matin, nous aurons le plaisir de recevoir une maître artisane qui excelle dans l'art du tissage. Il s'agit d'Amina Youssef Khoja qui sera parmi nous après une tournée au sud algérien à l'effet donc d'inculquer un petit peu les règles de cet art aux femmes rurales. C'est justement une action en faveur de la préservation de ce legs ancestral. Nous allons avoir le détail avec elle dans un petit moment de ce voyage fabuleux. Et puis ce matin, nous aurons le plaisir aussi de recevoir deux jeunes étudiantes qui nous viennent de Blida. Elles représentent un club scientifique qui a eu la louable initiative de regrouper, de fédérer scientifiques et aussi différents acteurs de l'université Saad Dahleb dans le but de promouvoir le tri sélectif dans les universités, mais également dans les villes algériennes. Des études et puis des ateliers à cet effet. Le détail, c'est tout à l'heure avec ces jeunes étudiantes. Et en parlant d'environnement, justement, nous aurons l'occasion de retrouver tout à l'heure Hamid Belkacem dans sa rubrique dédiée à cet aspect en particulier. Et bien sûr, nous allons tout de suite suivre Amel Laribi dans un voyage à travers les cartes pour voir un petit peu les nouvelles du ciel. Restez avec nous et excellente journée encore une fois, mesdames, messieurs. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et avec Amel Laribi, bien sûr. Bonjour Nadia. Bonjour Amel. Ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Très bien. Pour ce 25 février, j'ai noté que le ciel était plus ou moins dégagé. Oui, un ciel bleu. Ouais. Malheureusement, pour un mois de février, oui. On le sent, on sent venir. En fait, c'était un petit peu sombre quand même en arrivant, mais bon. Mais quand même, vous voyez de faibles nuages comme ça circuler. Oui, espérons qu'il y aura de la pluie demain. Oui. Ok, une probabilité pour demain, Inch'Allah. Voilà, vous êtes la seule à le souhaiter. Oui, je souhaiterais. J'espère. En tout cas, qu'en est-il de l'Algérie aujourd'hui et puis également du continent européen? Voilà. C'est bien ça. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée, plus des nuages bas sur les côtés dans les vallées de l'ouest et le centre. Puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. Par contre, à l'est, des passages nuageux, parfois denses, pouvant engendrer quelques pluies, mais vers l'extrême est, et aussi quelques flocons de neige probables sur les hauteurs de l'est, dépassant les 1100 mètres d'altitude. La moitié sud, excepté quelques nuages sur les oasis et le nord du Sahara oriental, pouvant donner quelques pluies. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Sahara, le nord Sahara, l'extrême sud, le Sahara central, avec 2 fréquences notables sur le sud-ouest. Les températures, quant à elles, plutôt agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 8 degrés du côté de Batna, 16 à Alger, 14 à Annaba, 13 à Tizi Ouzou, 17 à Oran, 18 degrés à Tlemcen, 14 à Mascara, 11 à Al Bayad et Djelfa. Au sud, 16 degrés le minimum à Gardaya, 17 à Biskra, 23 à Bécha, 27 à Tindouf, 19 Ilizi, 23 degrés à Tamanrasset Janet, 21 à Drar et le maximum 30 degrés comme toujours à Borj Bedi Mkhtar et In Gzam. En Europe, eh bien, c'est les éclaircies qui vont l'emporter sur une bonne partie de l'Europe, avec toutefois de la pluie qui va intéresser la ville de Paris, un temps nuageux vers Varsovie, également à Athènes, un beau soleil à Madrid, le mercure affichera 9 degrés à Copenhague, 7 à Londres, également 6 à Varsovie, 17 degrés à Paris, 16 à Dublin, 12 à Berne, 10 à Budapest, 6 degrés à Bucarest, 16 degrés à Rome, 19 Marseille, Madrid et également Lisbonne, et enfin 13 degrés à Prague. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi, et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Excellente journée. Voilà, et sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous retrouvons tout de suite Nejma Harash pour un point d'actualité et aussi un invité justement de l'Espace News.
Bonjour Adia, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, le Premier ministre Ahmedou Yahya présente la déclaration politique générale devant les députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière. Inauguration prévue aujourd'hui également de la 17e édition du Salon international de l'agroalimentaire Jazzagro 2019. Ça se passe au Palais des Expositions à Alger. Université de la formation continue, l'UFC organise aujourd'hui un séminaire sur l'utilisation des réseaux et plateformes numériques d'enseignement dans l'amélioration du niveau. Ça se passe à Del Ibrahim. Signature également aujourd'hui prévue d'une convention entre le Centre national de la prévention routière et le groupe Renault. C'est au siège du groupe de ce dernier à Oued-Semar. Dans la scène internationale au camp des réfugiés sahraouis, précisément à Aousserd, dernier jour des travaux du 8e congrès de la femme sahraoui en marge des festivités de la célébration du 43e anniversaire de la proclamation de la RASD. Et à Dakar, les Sénégalais attendent les résultats de l'élection présidentielle tenue hier. Les premiers résultats donc attendus dès la fermeture des bureaux à 18 h, mais ne reviendront officiels qu'à partir du 25 ou le 26 février prochain. À Abuja, les Nigérians, toujours aussi dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives organisées samedi dernier, après un report d'une semaine du scrutin qui a attisé les tensions dans cette course serrée entre le président sortant et son rival. Voilà ce qu'il y avait principalement dans l'actualité. Nous avons célébré également hier le 63e anniversaire de la création de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui coïncide également avec le 48e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Le coup d'envoi a été donné hier à partir de la wilaya d'Adrar. Pour en parler ce matin, présent avec nous, Monsieur Achour Telli, secrétaire national de l'UGTA. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je viens de le dire, le coup d'envoi a été donné à partir de la wilaya d'Adrar. Le choix n'est certainement pas fortuit. À votre avis, pourquoi, Monsieur Achour Telli? Merci bien pour l'invitation et bonne année. Une journée du 24 février, c'est une journée de l'ensemble des travailleuses et travailleurs algériennes et algériens. Cette journée, il est pratiquement une journée historique de notre organisation, de l'UGTA. Et en même temps, c'est une journée pour engager des programmes et confirmer des programmes annuellement. L'UGTA, il programme chaque année cette festivité au niveau d'une wilaya. Cette année c'est la wilaya d'Adrar, c'est la wilaya du Sud. En même temps, c'est un signal pour les travailleuses et travailleurs du Sud. En même temps, pour connaître la situation, pour être proche des travailleuses et travailleurs, pour donner aussi l'ensemble des informations pour l'ensemble des travailleurs du Sud. Et en même temps, on reçoit chaque année, soit du 24 février ou du 1er mai, la lettre du président de la République qui donne pratiquement toutes les orientations et pratiquement les orientations de l'État algérien concernant le monde du travail. Et on est très satisfait concernant pratiquement ces orientations. Tout à fait. Justement, en parlant du message du président de la République adressé hier, qui revenait sur la symbolique que contenait l'organisation de ces festivités au niveau de la wilaya d'Adrar, on a commémoré également la mémoire de nos martyrs tombés au champ d'honneur, notamment après les essais nucléaires, dont les conséquences dramatiques sont toujours visibles à ce jour, Monsieur Achour Telli. Effectivement, les travailleurs du Sud, notamment d'Adrar, où pratiquement les essais nucléaires ont été effectués par les Français, c'est pratiquement ces racines existent toujours, les maladies y sont toujours, et en même temps l'État algérien et l'ensemble de la population du site, notamment d'Adrar,
ils sont en train toujours de réclamer l'indemnisation, soit l'indemnisation et en même temps la reconnaissance de la France vis-à-vis de ce crime qui est très important. Et actuellement, il y a plusieurs dossiers, soit de l'État algérien, soit du côté des personnalités humanitaires contre ce crime qui a été engagé en Algérie. Tout à fait. Monsieur Achourteli, on s'est intéressé particulièrement aux travailleurs Adrari hier. Avant de parler du programme de l'UGTA, quelle situation aujourd'hui des travailleurs du Sud algérien d'une manière générale? Tout à fait. Pratiquement, au niveau de l'Algérie, c'est un continent. Et le Sud algérien, il a des spécificités particulières vis-à-vis de la situation du climat, vis-à-vis de la situation aussi du monde de travail qui existe au niveau du Sud, dont pratiquement les difficultés rencontrées des travailleuses et travailleurs par cette spécificité, et en même temps, c'est des agents qui sont nobles, c'est des travailleurs qui ont pratiquement une solidarité entre eux très importante. Cette solidarité pratiquement nous oblige à pratiquement faire chaque année un programme spécifique pour le Sud, pour les travailleurs du Sud, et en même temps un programme pour engager l'ensemble des négociations concernant tous les problèmes socio-professionnels, tous les problèmes qui concernent le monde du travail dans le Sud algérien d'une manière générale. Et nous avons pas mal de dossiers qui sont en cours et on estime qu'on va régler une partie très importante cette année 2019. Quelles seront dans ce cas-là les priorités pour les gens du Sud les priorités dans votre programme? Pratiquement les priorités, il y a des jeunes qui réclament le travail. Ça, c'est important. Deux, il y a une spécificité de côté langue. La plupart, actuellement, des entreprises, notamment les entreprises multinationales, ils exigent la langue française ou anglaise. Tout à fait. Et au niveau du Sud, c'est un problème pour nous. C'est la même chose. Avant, il n'y a pas des universitaires au Sud. Mais maintenant, il existe. Maintenant, il existe. Il y a des universitaires, il y a des techniciens supérieurs, il y a des DEA, il y a des techniciens. Et en même temps, il y a des écoles, soit du côté université, soit du côté technique. Aussi, actuellement, le Sud, notamment du côté secteur énergie, soit dans le domaine du pétrole, soit dans le domaine de l'électricité, effectivement, il y a l'État a engagé pas mal d'entreprises qui sont au niveau du Sud, et on estime qu'il y aura cette année 2019 une satisfaction. Ce n'est pas assez important parce que le problème de chômage, ça existe au niveau de toute l'Algérie. Donc, mais on estime pour le Sud, il y aura premièrement l'amélioration des conditions et aussi la mise au point de problèmes, des critères. C'est ça qui est très important pour nous. Ça veut dire d'adapter les critères des postes de travail par rapport aux agents de Sud. Et actuellement, il y a une partie très importante des universitaires qui existent au niveau du Sud. Ils n'avons pas le droit de recruter qu'au niveau local. Tout à fait. D'ailleurs, la problématique a été soulevée hier lors de la rencontre de la délégation ministérielle avec la société civile. Donc, le ministre du Travail, M. Mourad Zimali, qui disait que le taux de chômage qui restait toutefois stable durant ces dernières années et qui s'est arrêté à entre 10 et 11%. Et la problématique soulevée, dont vous venez de parler également, c'est les universitaires des jeunes issus du sud du pays qui trouvent toujours pas d'emploi. Peut-on s'attendre à un recrutement massif 2019, M. Achourteli? Normalement, suivant les statistiques qui existent pour l'année 2019, c'est les investisseurs privés qui sont en train actuellement, et c'est les investisseurs locaux qui sont en train d'investir. Et maintenant, actuellement, le secteur privé, et pratiquement, il y a 60% de la population active. Ce n'est plus comme avant. C'est le secteur public.
Maintenant, c'est le secteur privé. Il y a pas mal de privés qui sont en train de s'installer et de recruter. Deuxièmement, au niveau de l'administration, effectivement, il n'y a pas assez de postes de recrutement, mais il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de s'installer, publiques, notamment dans le secteur de l'énergie, tels que Sonatrach, Sonalgaz et d'autres entreprises, plus les services. La deuxième aussi ouverture, c'est la création des entreprises par les jeunes eux-mêmes. Parce que c'est une... J'ai écouté très bien monsieur le ministre du Travail, qu'il a pratiquement orienté à cette option. Parce que c'est très important. Premièrement, il est financé par les banques, il est assuré par l'État, et en même temps, c'est un créneau qui est très ouvert et très important. Actuellement, au niveau du Nord, nous sommes en train d'observer qu'il y a vraiment de recrutement et de l'emploi au niveau de cette stratégie. Tout à fait. Alors, on revient à l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui a fait des exploits, que ce soit avant l'indépendance du pays ou après et à ce jour. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui, l'UGTA, aux travailleurs algériens? L'UGTA, c'est un patrimoine de tous les Algériens et les Algériens. L'UGTA, il a une histoire. Il a une histoire pendant la guerre de libération, après la guerre et aujourd'hui. Donc ces trois époques sont très importantes. C'est grâce à nos martyrs, à leur tête Aïssa Tidir, qui ont pratiquement ont été actifs au niveau des partis politiques à l'époque, tels que le PPA, le MTLD, et en même temps ils activent au niveau du monde du travail. C'est à partir de nos martyrs qui ont pratiquement organisé et pratiquement encadré les travailleurs algériens sur pratiquement les années 1939 jusqu'à 1945. Il y a à peu près 100 000 travailleurs algériens à l'époque. 100 000 travailleurs au niveau de l'Algérie et même en France. Pratiquement il n'y a que 12 000 Algériens. Et en même temps, il y a la discrimination, l'humiliation, la différence. N'accepteront pas que les Algériens aient une responsabilité au niveau syndical avec la CGT ou la CGTU. Donc c'est à partir de là où nos martyrs, et à leur tête Aïssa Tidir et ses camarades, qui ont pratiquement essayé d'organiser au niveau des travailleurs algériens à l'époque. Et c'est à partir de là qu'il y a pratiquement nos amis et nos frères, les Tunisiens et les Marocains, qui ont aidé Aïssa Tidir dans cette optique, et à leur tête le martyr tunisien ou en même temps le responsable marocain, qui ont aidé à l'installation de l'organisation. C'est à partir de là il y a un journal quotidien des ouvriers algériens, et c'est à partir de là qu'il a commencé jusqu'à pratiquement l'indépendance. Et le premier pratiquement congrès, c'est en 1963 de l'UGTA, où effectivement l'UGTA elle est implantée comme une organisation de masse par le parti à partir de l'indépendance. Mais quand même les syndicalistes à l'époque, ils ont essayé d'être souverains, d'être indépendants. Et c'est à partir des années 90 où effectivement l'UGTA il était indépendante comme organisation des travailleurs, autonome, avec une politique, avec une stratégie. Et c'est à partir de là où il y a le feu Ben Hamouda qui a annoncé cette indépendance et cette liberté. Et c'est à partir de là que cette époque où il y a beaucoup de choses, malheureusement, les années 90, c'est des années critiques pour l'Algérie, où pratiquement le feu Ben Hamouda il a été assassiné, et puis c'est la continuation par le frère Sidi Saïd, c'est le rassembleur actuellement. Et bon, c'est des gens qui aiment le travailleur, qui aiment le monde du travail. C'est à partir de là que Ben Hamouda il a pratiquement instauré l'indépendance de l'UGTA, de tout parti, et en même temps l'autonomie de l'UGTA, et puis en même temps il s'inspirait
pratiquement de l'organisation depuis 1945, dont pratiquement l'UGTA, après la création pendant la guerre, il a été pratiquement affilié au FSM, l'international, et puis à la CICL, et cette continuation, et puis en même temps, l'organisation de l'UGTA, elle est aujourd'hui existe au niveau de l'ensemble des organisations internationales. Actuellement, il préside le secrétaire général de la Confédération africaine, c'est un Algérien. Le président actuellement, ça fait 2 semaines qu'on a fait le congrès de l'Union syndicale maghrébine, le président c'est Sidi Saïd. Donc en même temps, au niveau de l'Afrique, on existe avec un membre ou deux au niveau de la CIC. À l'échelle mondiale, on existe au niveau de la CIC. Aussi, Sidi Saïd, il a fait 2 mandats au conseil d'administration du BIT. Donc il y a une vision très très importante, soit pour l'économie, soit pour le monde du travail. Et actuellement, il y a un changement radical, ce n'est plus comme avant. Il y a des réformes qui sont engagées. Effectivement, il y a des réformes, premièrement. Deuxièmement, nous, avant, on ne sait pas faire avec les privés. On ne sait pas faire, on était en face des entreprises publiques. D'où les critiques justement à l'Union générale des travailleurs. Donc l'UGTA qui a toujours accompagné les travailleurs algériens à travers différentes étapes qu'a connues le pays. Aujourd'hui, il y a émergence beaucoup d'entreprises privées. Il y a aussi beaucoup d'autres syndicats autonomes. Comment justement se positionne l'UGTA par rapport à ces syndicats, M. Achour? Écoutez, l'UGTA, c'est une organisation syndicale qui existe depuis pratiquement 68 ans. Nous avons des coutumes, nous sommes éparpillés à l'échelle nationale. Nous sommes pratiquement affiliés à toutes les organisations internationales. Nous avons notre mot à dire au niveau national et international. Donc nous, on ne se compare pas. Nous sommes une organisation indépendante et nous sommes une organisation souveraine. Nous avons un programme, nous avons une stratégie et nous avons aussi une politique économique et sociale. Tout à fait. Donc, c'est à partir de là, nous, l'UGTA, on ne se compare pas par des autres. Ça n'existe pas déjà. Chacun a ses objectifs. Et les objectifs de l'UGTA sont forcés par leur martyr, par en même temps son programme. Nous, actuellement, on s'inspire de pratiquement la politique et de la stratégie qui existe depuis la création de l'UGTA. Tout à fait. Et en même temps, l'évolution répond à un impératif socio-économique imposé par les mutations que connaît le pays. Actuellement, ce n'est plus comme avant. Nous, actuellement, nous avons des commissions au niveau de toutes les universités, du côté social, du côté historique, du côté... Si on engage n'importe quel dossier avec le gouvernement, ce n'est plus comme avant. Il y a des professeurs, il y a des universitaires qui travaillent avec nous. Sidi Saïd, c'est lui qui chapeaute l'ensemble des commissions. Et il y a des commissions syndicales. Ça veut dire quoi? Il y a une représentation de haut niveau. Oui, ça veut dire qu'il y a la vision scientifique et il y a la vision syndicale. Ce n'est plus comme avant. Le monde syndical, il y a un changement radical. Actuellement, c'est le dialogue. Ce n'est plus comme avant, ce n'est pas la rue, c'est le dialogue qui peut convaincre l'autre, soit au niveau national, soit à l'échelle internationale. Donc c'est un changement radical. Depuis les années 90, le feu Ben Hamouda, il a engagé une formation comment on doit faire avec les privés, parce qu'on ne sait pas faire. C'est à partir de là qu'on a fait inviter des professeurs de l'Occident, soit de l'Europe, soit des Américains, et on a fait pratiquement 6 ans de formation pour les syndicalistes. Comment on doit faire avec un privé? Et justement, je vous repose la question, comment vous négociez avec le privé? Actuellement, c'est difficile. Premièrement, nous, pour entrer au niveau du privé, ça a été difficile pour nous. Le privé n'accepte pas. Ils n'acceptent pas un syndicat au niveau de... Parce que c'est perçu comme une ingérence? Indirectement, oui, indirectement, mais avec le temps,
on a essayé, vous êtes en train d'observer que le GTA, il est en train de faire pratiquement des programmes avec l'ensemble des fédérations et des confédérations privées pour avoir des conventions collectives au niveau des privés, pour avoir des négociations, pour avoir des sections syndicales, pour avoir des syndicats d'entreprise et par secteur. Et ça n'a pas été facile pour nous. Actuellement, le privé, il a 60% des travailleurs au niveau du monde de travail en Algérie. Nous sommes dans l'obligation d'avoir des syndiqués, nous sommes obligés d'avoir des adhérents. Et actuellement, le GTA, il a 2 800 et quelques 67 000 pratiquement adhérents, et on tape pour l'année 2019 d'aller vers 3 millions. C'est la plus grande centrale, on a pratiquement parmi les plus grandes centrales en Afrique. Après, c'est l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Et puis, c'est un point très important du côté international et en même temps du côté national. Notre place, c'est nos adhérents. Tout à fait. Ce n'est pas autre. Oui, vous venez de parler, M. Achortli, des programmes et de la stratégie de l'UJTA. Est-ce qu'on peut en savoir encore plus? Bon, il y a premièrement un programme organique. Nous sommes dans l'obligation de mettre à jour et de renouveler l'ensemble de nos organes. Nous avons 30 fédérations, 30 secteurs. Donc nous sommes en train de renouveler et on estime le premier semestre, on va pratiquement assainir et confirmer notre programme. Nous avons 48 wilayas aussi. Avant de célébrer le 24 février à Adrar, on a fait 3 wilayas. Naama, Al-Bayad et Adrar en même temps. On a fait le 23 le congrès de l'Union du Wilayat de Adrar. Donc nous sommes en train, ça c'est un programme avec l'organisation. Et puis il y a un programme des fédérations, un programme des secteurs concernant l'amélioration des conditions de travail. Il y a des négociations pratiquement quotidiennes au niveau de l'ensemble des secteurs. À part le salaire, il y a des négociations concernant l'amélioration des conditions de travail. Et nous avons tous les PV et toutes les conventions collectives aussi. Et puis, nous avons le programme avec le gouvernement. Nous avons pas mal de dossiers. Nous avons le dossier de code de travail. Nous avons le dossier pratiquement de travail forcé qui existe. Et nous avons installé une commission des universitaires qui ont travaillé pratiquement pendant 3 ans. Et nous sommes en phase de finalisation de ce dossier. Nous sommes pratiquement à 95-96% pour arrêter l'ensemble des postes qui sont pratiquement... et parce qu'il y a des critères internationaux. Il y a des postes qui n'existent pas en Algérie. Et il y a aussi des critères qui ne sont pas instaurés ici au niveau du code de travail algérien. Donc il a pris beaucoup de temps afin de... Et puis nous avons le dossier d'amélioration des conditions de travail. Inch'Allah, où le frère... Qu'est-ce qu'on entend par amélioration? Amélioration, c'est toutes les conditions de travail. Ça veut dire c'est le régime indemnitaire, c'est les salaires, c'est l'hygiène, c'est la sécurité aussi qui est très importante aujourd'hui. C'est les lois, c'est les conventions collectives. Tout ça, c'est les conditions de travail. C'est vrai. Donc l'intérêt des travailleurs qui passent avant tout pour l'UJTA, on sait que notre pays a besoin de tous les travailleurs algériens justement pour continuer à relever le défi. Je le disais au début, c'était aussi la célébration de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette décision historique qui, à l'époque, a été prise pour assurer l'indépendance économique de notre pays? Oui, effectivement. Bon, je salue tous les travailleuses et travailleurs du secteur pétrolier et minier aussi. Le 24 février 1971, ça veut dire juste après 9 ans de l'indépendance, le président Houari Boumediene Allah yarhamou, il a annoncé au niveau de la centrale la nationalisation de toutes les richesses minières et pétrolières. Ça a été un changement radical, premièrement pour l'économie algérienne et aussi pratiquement une attention particulière de l'international. Et ils ont dit, est-ce que les Algériens peuvent pratiquement guider ce secteur? Et
Alhamdoulilah, grâce aux Algériens, malgré ces quelques gens qui se comptent sur le doigt de main, mais ils ont assuré tous les secteurs de l'énergie, soit de l'électricité, dont EDF, GDF, ils ont abandonné, soit le secteur pétrolier, soit le secteur minier, dont les Algériens ont continué. Et alhamdoulilah, nous sommes indépendants. Et c'est un changement à partir de 71 radical de l'économie, algérienne, de la vision internationale vis-à-vis de l'Algérie. Quel a été justement à l'époque l'impact direct de certains groupes activant dans le secteur, de certains groupes étrangers qui étaient présents en Algérie? Et à l'époque, il y a eu pratiquement une quinzaine d'entreprises multinationales américaines et françaises. Et ils n'ont pas accepté. Ça a été des négociations difficiles pour les Algériens pour dire que ce n'est plus l'époque de colonialisme. Donc, c'est à partir d'il y a des négociations et les Algériens ont pu avoir la responsabilité directement sur le secteur. Tout à fait. De toute façon, le peuple algérien a toujours relevé les défis, a toujours réalisé des exploits. Et honneur aujourd'hui à tous les travailleurs algériens. Peut-être un dernier mot, Monsieur Achour? Bon, j'estime que cette année 2019, premièrement, aura la stabilité et la paix pour les Algériennes et les Algériens. Le président de la République, il a pratiquement forcé cette stabilité et on estime qu'il va continuer. On estime que la démocratie va continuer, c'est grâce à la paix et à la stabilité. Tout à fait. Donc, nous sommes en train d'observer ces changements en Algérie. C'est le fruit pratiquement de la politique du président de la République depuis 1999 à ce jour. Hein. Sinon, nous ne sommes pas là. Les années 90, on a souffert. On ne peut pas se déplacer, même pas à 50 mètres. On ne peut pas sortir dans la nuit. À partir de 14 heures, personne ne sort. Pratiquement, le fils tue son père, tue son sœur, et ainsi de suite. Mais, alhamdoulilah, nous sommes en démocratie. Les gens, ils s'expriment comme ils veulent. C'est quoi ça? Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est les fruits de la démocratie. On estime plus et on estime, nous sommes en train d'observer que l'Algérie, dans la décennie prochaine, sera effectivement un pilier de l'Afrique et un pilier aussi avec quelques pays occidentaux. Merci beaucoup, Monsieur Achour Tli, d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Continuons de relever tous les défis. Merci. Voilà. Merci pour vous. Radia, c'est à vous. Merci beaucoup, Najma, pour votre invité. Vous avez parlé d'Adrar, et Adrar fait partie de ces villes du Sud dont les habitants préservent jalousement leur legs ancestral. Nous parlerons tout à l'heure de tradition en matière de tissage avec une invitée qui va nous rejoindre. Il s'agit en l'occurrence d'Amina Youssef Khoja, maître artisane en tissage. Mais avant, recevons d'abord Hamid Belkassam dans un petit moment pour parler d'environnement. Et avant cela, une petite virée dans cette région du Sud également, à Filel. C'est une visite guidée par Lamia Boudbouda. Menant vers l'Ascrem, on peut se faire une idée plus ou moins précise sur les richesses d'un parc national qui avoisine les 500 000 km² et dont le patrimoine, autant naturel que culturel, remonte parfois à plus de 3 milliards d'années. Notre ingénieur au département études et développement du patrimoine national de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar. Nous arrivons au Gueltet d'Efilel. Nous sommes dans une zone humide classée mondialement, c'est la zone d'Efilel, classée depuis 2003. Par son importance dans l'écosystème saharien. L'installation des postes de contrôle et de protection et de contrôle, c'est pour préserver et protéger le patrimoine naturel qui existe dans la région de Filel. Sur le lit de l'Oued, une végétation jusqu'alors insoupçonnée s'offre à nous. La région regorge de plusieurs espèces telles que le laurier rose, l'acacia,
le fliou, une menthe sauvage. Ainsi que des herbes goûteuses et odorantes. Aussi des espèces endémiques au parc de l'Ahaggar. Dans la totalité du parc, on a plus de 370 espèces floristiques et plus de 36 espèces de mammifères, c'est de la faune. 176 espèces aviphones. La région d'Afilel est caractérisée aussi par la richesse des espèces floristiques aquatiques, comme le tehli, comme la menthe sauvage. Il y a pas mal des espèces. Il y a plus de 30 ou 40 espèces endémiques pour la zone d'Afilel ou même les zones humides au territoire de l'Ahaggar. La riche faune est difficilement observable. Gazelles, hyènes, chacals, renards, ainsi que le mouflon à manchette dont on a retrouvé des traces. Ainsi que le fameux guépard ou amayas comme l'appellent les autochtones. On trouve beaucoup plus des oiseaux migrateurs. Il y a aussi des mammifères, comme les mouflons, les gazelles d'Orcas. Il y a du guépard, des chacals, de l'hyène, il y a aussi dans la région de l'Ahaggar. Il y a comment plus de 36 espèces de mammifères qu'on le trouve dans la région. Il y a un protocole entre le parc culturel de l'Ahaggar et le ZSL, c'est le Zoological Search of London. C'est un institut britannique spécialisé dans le domaine des recherches des mammifères, des mammifères sauvages en état de disparition. C'est un protocole expérimental qui dure plus de 4 ans. On a exposé plusieurs caméras trappes à travers la région de Tinhagen pour faire capturer le guépard dans cette région. L'Egueltet d'Afilel est un trésor jalousement conservé et visité. Des professeurs venus de Djelfa en sont fascinés. نحن جماعة من مدينة جلفاء أساتذة في رحلة من مدينة جلفاء إلى تمرست. ولقد مررنا بعدة مدن منها مدينة المنيعة ثم عين صالح ثم تمرست ثم أتينا إلى هذه المنطقة اسمها فيلال. نوجه نداء إلى شبابنا الذين يقضون عطلهم الشتوية أو عطلهم الربيعية في بلدان أخرى على أن يقوموا بالسياحة في بلدهم أو لا من بلاد أخرى تشجيعا لهم لهذه. Un reportage signé Lamia Boudbouda qui nous a emmenés à Filel, donc dans cette région de l'Ahaggar, qui fait partie d'un des déserts les plus grands au monde. Le désert algérien est d'une grande superficie et on va un petit peu parler des détails de tout cela avec Hamid Belkacem tout d'abord. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Ça va? Oui, très bien. Bien, on démarre bien la journée? Oui, impeccable. Excellent, excellent. Je disais que c'était l'un des plus grands déserts. Il représente en tout cas dans la superficie de ce plus grand pays d'Afrique, qui est l'Algérie, 84%. Ce n'est pas rien, c'est immense. C'est un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés quand même. Oui, parce que la superficie globale de notre pays est de 2 382 000 kilomètres carrés. Donc c'est immense quand même. C'est un pays continental, l'Algérie. C'est un pays continent et lorsque l'on voit que quand on arrive, on pense arriver au bout, c'est-à-dire au niveau du chef-lieu de la wilaya Tamanrasset, il faut savoir qu'il reste un peu plus de 650 km avant d'arriver aux frontières, à l'extrême, au point sud. Donc c'est quand même important à souligner. Et on est très fiers de cette superficie. Il faut juste aller de l'avant en termes d'aménagement du territoire. Parce que ce sont des territoires vastes qu'il va falloir occuper.
occuper, mais aussi profiter de l'ensoleillement. C'est-à-dire qu'on est dans un positionnement du globe terrestre qui fait qu'on soit un pays très ensoleillé. Et si on parle de soleil, on parle aussi d'énergie solaire. Absolument. Donc aujourd'hui, justement, la thématique que vous avez choisie, c'est essentiellement axée autour de l'énergie solaire. Cette énergie solaire qui est là, qui est gratuite, on ne le rappellera jamais assez, l'Algérie c'est le pays le plus vaste d'Afrique. On est, j'allais dire, noyé, baigné par le soleil, plus de 3000 heures d'ensoleillement, ce qui fait un potentiel quand même incroyable. Mais là, il y a des centres de recherche et tout. Il faudrait que la thématique, la problématique, l'attractivité de l'énergie solaire soit plus vulgarisée. C'est ce qui est en train d'être fait petit à petit. On ne le voit pas peut-être assez, on ne le médiatise pas assez, mais il y a des initiatives qui se font et il faut toujours les accompagner. Et on va accompagner l'une des initiatives dont vous êtes un petit peu la locomotive. Ah. Le 13 février dernier, c'était la journée mondiale de la radio, n'est-ce pas? Oui, c'est comme chaque 13 février et l'idée c'était d'aller au plus proche des lignes Chalet-Maurice. Absolument, c'est quand même un haut lieu d'histoire par rapport à la guerre de libération. Donc mais vous savez pourquoi? Parce que les lignes Chalet et Maurice ont été réalisées par le colonialisme français pour couper l'Algérie. Et cette année, isoler les moudjahidines, l'armement ne pouvait plus accéder, le ravitaillement, tout ce qui pouvait aider un ni petit peu les blessés, ni les médicaments aussi. Mais il y avait un autre objectif, c'était, il faut savoir, c'était des lignes électrifiées et minées, mais l'autre objectif aussi, parallèlement au fait d'isoler l'Algérie, c'était de protéger la ligne électrifiée de chemin de fer qui allait d'El-Ouanza jusqu'au quai du port de Annaba pour acheminer les minerais de fer, mais notamment le phosphate. Et donc c'était aussi un objectif économique. Économique et protecteur. Pour et donc on a été sur le tracé de la ligne Maurice, on a posé notre studio là-bas, et histoire de dire qu'il y a aussi d'excellentes choses qui se font en Algérie, contrairement à cette ligne qui était électrifiée, alors que tout autour, les douars, les mechtas n'étaient pas. Absolument. Ils n'avaient pas l'énergie électrique. On a posé notre plateau, on a réalisé la première émission directement via le satellite algérien Alcomsat 1 et tout ce dispositif était alimenté par énergie solaire. Comme d'habitude, il faut faire la promotion des énergies renouvelables. Et c'était vraiment une initiative à recommencer. Ah oui, oui, et dans le temps et dans l'espace du plus grand pays d'Afrique. Ça permet d'avoir des directs vraiment. Vous étiez à des kilomètres du chef-lieu donc de la radio. Ah oui, oui, c'est aujourd'hui l'énergie solaire et le satellite Alcomsat 1 peuvent nous donner l'occasion de faire un direct radio, peut-être même bientôt télé. Télé, voilà, pourquoi pas, hein, une matinale du côté de quelque part dans le grand sud algérien. Le soleil est là, les techniciens sont là, les bonnes volontés sont là, donc allons-y gaiement, quoi. Très bien. En tout cas, moi, je vous propose d'aller tout de suite à Saïda avec notre reporter qui nous vient avec c'est l'actualité de la semaine, en tout cas. Oui. Saïda, vous êtes au courant? Oui, il y a un développement des énergies renouvelables. Voilà, on va parler de développement d'énergie renouvelable dans cette région de Saïda et on revient tout de suite sur le même plateau. Kilomètres de la wilaya de Saïda, capter de l'énergie solaire est une solution idéale pour les nomades. Plusieurs familles ont bénéficié de panneaux photovoltaïques, de quoi améliorer leurs conditions de vie. Nous étions privés d'électricité, nous vivions dans l'obscurité et le soir on craignait les insectes et surtout les scorpions. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons accès à l'électricité grâce à ces panneaux solaires. Grâce à ces panneaux solaires, nous pouvons même regarder la télévision et charger nos téléphones mobiles. Les panneaux solaires sont une source d'énergie inépuisable qui nous fait que des heureux parmi les populations nomades. Dans les zones reculées de la wilaya de Saïda, nous avons mis en place des kits solaires afin de permettre aux nomades de mettre en marche leur réfrigérateur et leur téléviseur. Ils peuvent également allumer 8 ampoules. Nous sommes arrivés à alimenter 200 foyers.
Le développement de ces énergies revêt un intérêt particulier pour les pouvoirs publics qui veulent donner un nouvel essor à ce secteur, d'autant que les énergies fossiles se font de plus en plus rares. Et le photovoltaïque prend de l'ampleur en Algérie, n'est-ce pas, Hamid Belghassan? Ah oui, ce qui est intéressant à voir, c'est, j'allais dire, au détour d'une khaïma perdue sur la steppe ou le désert algérien, on voit un panneau photovoltaïque, un dispositif solaire, ce qu'on appelle un kit solaire en fait. C'est un panneau photovoltaïque, une sorte de batterie qui permet d'alimenter. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette khaïma, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ampoules LED de toute dernière génération. Les ampoules LED, comme chacun le sait, permettent d'économiser de l'énergie. Donc, avec un simple panneau, hein, vous l'avez vu, et on peut avoir de l'électricité, on peut avoir de l'éclairage, on peut être connecté. On a vu la vieille personne brancher son téléphone pour être au contact. Les plus jeunes ont des smartphones, mais pourquoi les smartphones? Parce qu'on peut avoir une alerte météo pour pouvoir, lorsqu'il gèle, mettre les bêtes à l'intérieur sous couvert pour protéger le cheptel. Donc, c'est dire que ça avance. On peut être sur une activité, j'allais dire ancestrale, hein, l'agro-pastoralisme. Qui nécessite quand même une vie nomade. Oui, donc, ils font la transhumance. En hiver, ils descendent vers le sud. Au printemps, ils remontent vers le nord. Ils ont des sentiers. Et c'est vrai que cette initiative de la wilaya de Saïda, au même titre que d'autres wilayats des hauts plateaux et du sud, mais il faut savoir que parallèlement à ces projets, il y a depuis une quinzaine d'années, le HCDS, qui est le Haut Commissariat au développement de la steppe, qui développe des kits spécifiquement dédiés aux nomades pour leur permettre sur leur chantier, en fait c'est pour aussi baliser le terrain. Sur les parcours, il y a creusement de puits, d'accord? Ces puits sont alimentés par de petits panneaux photovoltaïques, mais surtout par des éoliennes. Donc ça permet de baliser, ça permet d'éviter les zones de mise en défense et de protéger, parce que le pastoralisme aussi impacte négativement le désert, la steppe. Il favorise la désertification, parce que lorsqu'on broute beaucoup, en fait, on neutralise le couvert végétal, et lorsque le couvert végétal est neutralisé, le vent transporte la terre et le désert s'installe localement. C'est ce qui s'est fait un petit peu sur toutes les wilayats, le sud des wilayats de l'Atlas ténien en fait. Et au jour d'aujourd'hui, donc on balise, mais pour baliser, il est très difficile d'apporter de l'électricité. De ces puits, de ces parcours, ce sont des parcours, c'est des parcours steppiques pour la transhumance, pour permettre aux nomades d'un côté, parce qu'il y a quelque chose qui relève du patrimoine, garder cette activité ancestrale et ses moyens de déplacement, tout en étant connecté à la vie moderne. Très bien. J'avais rencontré il y a quelques années des nomades, cette fois-ci Touareg, donc c'était au sud, l'extrême sud algérien, et eux, ils étaient pour la préservation du nomadisme dans leur région, et ils m'avaient expliqué quelque part qu'il y avait aussi une incidence positive sur l'environnement par le déplacement de tous ces dromadaires, de ces caravanes, de ces... Mais tout à fait. On ne parle pas de cheptel, on ne parle pas de... Oui. Vous savez, la nature, il faut la préserver, il faut évoluer avec. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire des séjours dans le sud algérien pour faire des méharés, des randonnées en dromadaire. Il faut aussi préserver le côté naturel de nos sites touristiques. Vous allez sur le plateau de Djabaran, dans la wilaya d'Elizi, à Janet, il est impossible de faire des randonnées parce que c'est quelque chose comme 300 km que l'on peut parcourir ces 300 km en faisant une randonnée à dos de dromadaire. Et le dromadaire a sa place, il a sa place dans l'agriculture, il a sa place dans le tourisme, il a sa place aussi dans le commerce. Il y a une très bonne nouvelle qu'il va falloir vraiment médiatiser, c'est au jour d'aujourd'hui, la wilaya Tamanrasset a permis le troc, qui était interdit. Donc on arrive et en commerce,
Et sur certains parcours, il est très intéressant d'utiliser le dromadaire comme vecteur de transport. Comme vecteur de transport, et effectivement, dans ces régions aussi, il y a distribution de cette valise solaire au profit des nomades de cette région également. Ah oui, tout à fait. Occasionnellement, on distribue. Oui, c'est un programme on national au jour d'aujourd'hui. Tout le monde, ceux qui sont dans le commerce, bien entendu, ont déjà fait un pas en avant parce qu'eux ont été agréablement surpris de voir des nomades équipés de kits photovoltaïques. Ils s'y sont mis. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un plan national de développement de tout ce qui est infrastructure de télécom. Donc, il y a des antennes relais, donc on essaie d'être, même si on est nomade, de rester connecté avec son douar, sa ville, son village, avec ses parents, avec ses amis, avec ses contacts lorsqu'on est dans le commerce. Et à partir du moment où il y a des BTS, des antennes, des relais téléphoniques, ah bah, il faut aussi ce qui va avec, c'est-à-dire le téléphone, le smartphone, et le kit solaire. Et lorsqu'on est jeune et qu'on a envie quand même de vivre sa vie de jeune, d'être quand même au diapason des jeunes qui sont ailleurs, lorsqu'on est jeune et qu'on doit aussi, on a ce devoir de préservation de la tradition, on ne va pas se sentir trop dépaysé, trop déconnecté, trop isolé. On reste connecté et l'on peut aussi, vous savez, ce panneau photovoltaïque, cette batterie, ce dispositif, il faut des techniciens. Et donc, parmi la population nomade, il y a de plus en plus de jeunes qui s'initient à l'installation de ces kits solaires. Et donc, on en arrive à faire carrément de l'économie circulaire. Hein. Sur place, on arrive à créer de la richesse, de la valeur, à se développer. Très bien. Merci beaucoup, Hamid, de nous avoir permis de rappeler un petit peu l'importance, encore une fois, de ces kits solaires qui sont distribués, de ce programme aussi fort intéressant. Donc, on vous retrouvera très prochainement, j'espère, oui, très prochainement, pour d'autres thématiques. Ouais, pour parler toujours d'environnement. Les assises de l'environnement ont été reportées. Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font positivement. Il faut bien asseoir les gens. Les gens sont en train d'étudier les recommandations. Il y a eu quand même 3 assises régionales, centre-est, centre-ouest et sud. Il va falloir collationner parce qu'il y a eu beaucoup de propositions. Elles vont se tenir très prochainement. Très prochainement. On attendra en tout cas ce rendez-vous et on verra un petit peu le compte rendu avec vous certainement. Merci encore une fois. Et à très vite, Inch'Allah. C'est vrai qu'on a parlé de cheptel à l'instant. Le cheptel donne lieu aussi à d'autres pratiques ancestrales, le tissage, entre autres. Ah oui, magnifique. On récupère justement la laine de certains animaux pour produire des pièces d'art d'une grande beauté. Et si on prend soin de l'environnement, la laine sera de très bonne qualité. La laine sera de très bonne qualité. En tout cas, elle est très bien traitée dans la région d'Aït Hichem, entre autres. Donc le tapis d'Aït Hichem est très célèbre à travers le pays. On va voir un petit peu, on va le redécouvrir grâce à Fariel Hamdi qui s'est déplacé vers les détenteurs du savoir dans cette région. Voyons un petit peu. Manifestation réservée exclusivement à l'artisanat traditionnel du tapis, qui survit malgré les contraintes et les aléas du temps. Dans une ambiance festive, marquée par une présence des visiteurs et des amateurs de ce métier ancestral. Cette 9e édition, donc, elle a été dédiée à toutes les femmes tisseuses, à toutes ces gardiennes de mémoire qui ont pu maintenir cet art de tissage à ce jour. Ce festival a vu cette année la participation de tisseuses d'Aït Hichem et d'autres artisans venus de différentes localités et d'autres wilayas du pays, tels que Ghardaya, Khanchla et Bouaghi. زربية تاع بواقي اسمها زربية الحركاتية. كاين الحنبل، كاين كاين حنبل المرقوم، حنبل بوزيقة. اسمها هذو التنوع. كاين القشابية، كاين البرونس. هذو المرأة تخدمهم منذ القدم. لي سيمبول فيها تاعها هي انه عندنا ذاك الوان طبيعية تمتاز بها المنطقة، هي الاحمر، الابيض، الاسود، ما نكثروش منه بزاف بس السيمبول تاعها هو اللون تاعها. عندنا ذاك رموز بربريه، الرموز عندك كاينه رموز، كاينه رمز يرمز الزهره، العفس، ذاك الذيب كيما نقولوا، كاينه ذاك رقبه البعير، كاين ذاك
الشنقالة، كاين عندنا رموز مسميينها على البيئة. السربيه تاع غردة تميز بلي موتيف تاعها باين سبيسيال موضه تاع غردة، كان مخدمه بالصوف مخدمه بالفيبران سنتيتيك. كان دو موتيف، كان موتيف بينيزغان، موتيف غاندورا موزابيت، معروفه على انترناسيونال. Cette nouvelle édition a rendu hommage à deux doyennes, les tapissières Ben Ouamer Houria et la défunte Ghanima Aïti Saad. Parmi ces femmes, donc, il y a Aïti Saad Ghanima, donc, qui a été moudjahida, donc elle a fait la révolution. Après la révolution, donc, c'est elle qui a relancé le tissage à Haïti-Chem. Elle a pris toutes les filles, même de toute la région, donc elle les a ramenées, elle leur a appris à tisser le tapis. Et ça a été un apport économique très important dans la région. Parmi aussi eux, donc Benoît Marhouria, donc qui était moudjahida et qui après elle s'est mariée au village d'Haïti-Chem, donc et elle a appris le tissage du métier le métier du tissage. Donc elle a fait la révolution fait Abi Youssef, donc c'est une commune voisine à notre commune. Après l'indépendance, donc elle s'est mariée au village d'Haïti-Chem et c'est là qu'elle a appris à tisser. Cette 9e édition a été l'occasion pour les visiteurs de s'imprégner de cette activité qui retrace un pan entier de la vie des tisseuses et de comprendre les étapes de la réalisation de ce tapis coloré. On a compris grâce à Fali El Hamdi que l'objectif de cette rencontre dédiée au tissage était essentiellement la préservation du legs ancestral. On a parmi nous ce matin vraiment une battante dans ce domaine. Il s'agit d'Amina Youssef Rodia, bienvenue. Bonjour. Vous êtes maître artisane en tissage et formatrice et conférencière en la matière également. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, nous avons tapissé le décor grâce à vous. Oui, parce que ce sont vos réalisations, vos créations qui sont ici. On tire une sonnette d'alarme, oui. On m'a envoyé tout à l'heure dans le reportage, beaucoup sont en train d'abandonner. Effectivement, là, je suis venue parler d'un projet que nous venons un petit peu de finaliser avec l'association Femmes en Communication en partenariat avec l'Union européenne. Nous nous sommes déplacés vers une région qui nous a beaucoup étonnés, qui est la Rouate. La Rouate, oui. La Rouate compte 2000 artisanes en tissage, un chiffre qui est très important pour nous. Excellent. Nous voyons les difficultés un petit peu de toutes ces régions en matière de tissage. Tissage dit ne pas tisser la laine, aussi tisser la halfa. Nous avons été vers les femmes rurales. Il faut dire que maintenant, l'esprit d'une femme rurale, on voit un petit peu une vieille femme, mais en fait, ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles qui s'intéressent quand même à ce que leur grand-mère, leur mère, exactement, un petit peu, parce qu'elles passent par une initiation familiale en général. Exactement. Donc nous sommes allés vers elles. Nous avons vu un berger aussi tout à l'heure. Ce berger-là, il a maintenant, c'est plus des khaïmas, mais des tentes où sa famille héberge en même temps. Donc ce sont des jeunes femmes qui ont appris le métier de leur maman et qui doivent aller et évoluer vers un autre mode de tissage. C'est ce que j'ai apporté par mon expérience. Et mon expérience depuis 2015, je compte remercier aussi l'association Au Fil des Cultures qui est en France, Madame Caudry. Et c'est elle qui m'a encouragée à faire la promotion du tissage et à lui donner un nouveau cachet. Très bien. Donc vous revenez d'une tournée, vous avez visité plusieurs villes du sud algérien, donc dans le but de rencontrer ces femmes rurales, de voir un peu leur dextérité, mais aussi, comme vous disiez tout à l'heure, faire le constat des difficultés qu'elles rencontrent et aussi voir un petit peu comment développer leur création. C'est bien ça, les objectifs? Oui, elles se regroupent toutes vers une seule opinion. Voilà, on a Mbarka ici, Mbarka qui est une femme rurale et qui a la difficulté de retrouver la halfa parce que la biodiversité n'est plus conservée. On a eu aussi un remerciement, un petit clin d'œil vers le conservateur des forêts qui a donné carrément quelques centaines d'hectares
planter les plantes territoriales, pour replanter la halfa, on ne peut pas, c'est une plante sauvage, mais bon, pour essayer de replanter tout ce qui est en train de disparaître. Mbarka dit que les gens jettent beaucoup de sachets, mais bon, c'est vrai, dans ce sens-là aussi, nous avons un Timimoun, nous avons eu une artisane qui est venue, qui récupère ces sachets pour les tisser. Donc, c'est un appel. Ça se fait aussi à Taman Rasset. J'ai vu des artisans de l'extrême sud récupérer ces sachets, en faire aussi des objets de vannerie. Donc, elles ont un petit peu remplacé la halfa ou d'autres matériaux, moi je ne connais pas, je suis profane, par cet intrus qui est le sachet de plastique. Effectivement, maintenant la bergère a un problème de matière première. Le berger ne voit plus le mouton comme un élément de biodiversité, on récupère la laine, etc. Ça devient une consommation pour l'Aïd. Donc c'est un petit peu difficile pour elle de récupérer cette laine-là. Et parfois, il fallait lui inculquer des valeurs nutritionnistes au mouton pour qu'elle puisse avoir un tapis en rapport qualité important, pour qu'elle puisse vendre quelque chose qui soit de qualité et en même temps à bon prix. C'est ça, qu'elle puisse subvenir à ses moyens. Donc mon apport aussi était en design. Depuis 2014, j'ai quand même fait Tiaret, Gardaya, Chelala. Là, c'est la Gouate. On va aller vers différentes régions où on trouve la matière première qui puisse être un petit peu consommée. On essaye aussi de leur inculquer le design, changer les motifs, comme vous voyez là, ce sont des produits depuis 2014. Voilà, ce sont les régions que vous avez citées, sont vraiment des régions agro-pastorales par excellence. Et donc là, on vous voit justement avec aux côtés de ces artisanes sur ces photos. Là, c'est dans quelle région là que vous étiez? Oui, on a aussi fait un petit check sur les couleurs. Les couleurs, c'est vrai qu'on a maintenant des couleurs traditionnelles, mais elles doivent rester dans les traditions. Elles vont peut-être rentrer dans les musées, mais maintenant, il fallait les égayer avec des chemins de table, des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Et leur expliquer maintenant, dans les grandes villes, comment ces femmes voient son tapis sur une table ou sur un fauteuil ou sur une chaise. Pas forcément sur le sol. Voilà, pas forcément. Il fallait le ressortir du sol. Dessus, on ne va pas s'asseoir forcément dessus, on va décorer. Un petit peu comme les objets que vous avez amenés aujourd'hui, donc Amina, Youssef Roja, on les voit là. C'est vrai que la couleur introduite, ce rose par exemple, n'était pas en vogue dans les temps anciens. Non, le motif est un motif que la dame pourrait retrouver dans les tapis de Ommel Bouagui. Mais c'est un tapis pour enfants. Voilà, j'ai eu. Il faut aussi, l'enfant parfois est un moyen aussi d'intérêt pour la famille. J'ai eu plusieurs mamans qui disaient, tiens, j'aimerais bien un tapis pour mon enfant, et lui expliquer comment il est fait. Donc c'est un modèle qui a eu beaucoup de succès pour les chambres d'enfants, et certaines personnes ont accepté de jouer le jeu et d'expliquer à leurs enfants comment il vient, d'où il vient et qu'est-ce que le motif signifiait. C'est excellent. Donc, on est toujours dans un esprit didactique, un esprit de vulgarisation. C'est vraiment la conférencière là qui évolue. Hein. Et puis, vous avez aussi introduit de belles couleurs, de beaux contrastes sur les deux tapisseries qu'on voit juste à côté de celui des enfants, là, juste en face de moi. Effectivement, ce sont des motifs berbères ancestraux que je garde. La transmission, déjà pour vendre un tapis, on doit raconter son histoire. Donc, et son histoire, elle se trouve à travers son design, à travers ses motifs. Ces motifs-là que nous appelons la Adam, qui sont spécifiques à Gardaya. Et donc, après, il suffit d'appliquer un design très épuré et on peut imaginer que la dame puisse mettre ce tapis n'importe où. Voilà. Et c'est vrai qu'à Gardaya, il y a une densité de motifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace clair comme sur votre ouvrage. Là, on voit vraiment les motifs traditionnels qu'on retrouve dans le tapis de Gardaya, mais ils sont agencés de manière différente. D'une façon très épurée, d'une façon très design et très à la mode. Voilà. La composition est complètement différente. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épuré, effectivement. Voilà, c'est un éclatement. Déjà, ça réduit le travail à la femme, donc elle se sent plus légère pour faire un tapis comme ça, et ça va plus vite. Et si ça va plus vite, donc elle peut estimer son prix à quelque chose de plus rentable pour elle et plus facile à vendre. Voilà. Au lieu et de adapter un motif, comme on le voit ici, sur un sac, sur un objet quotidien. Donc ça peut être un autre accessoire. Là, vous nous avez montré un sac, par exemple. On
peut le... Voilà, on voilà peut le par voir à la exemple, on a caméra. inculqué des petits motifs sur des sacs passe-partout. On a fait des sacs au dos, on a fait des poufs. On essaie de sortir le tissage du parterre à l'aménagement. Et économiquement, ça peut être rentable pour ces ménagères ou ces femmes rurales qui ont besoin justement de ressources. Et c'est vrai qu'un tapis avec la densité habituelle prend beaucoup plus de temps. Elles peuvent mettre un mois sur un tapis habituellement. Comme la dame de Molbourgui tout à l'heure, elle a des tapis qui sont très très chers, très grands et très très chers. Donc elle met pratiquement 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois pour faire un tapis, alors qu'en 3 mois, elles peuvent faire plusieurs choses. Et ce qui est important, c'est qu'elles doivent se créer un salaire. Elles doivent vivre. Donc ces femmes rurales, on leur a diffusé aussi des émissions de télévision un petit peu étrangères, européennes, sur décoration, etc. Elles se disaient « Ah, je peux faire ça, Bakla Halfa, oh, je peux faire ça. Donc au bout de 2 séances de formation, on voyait aussi autre chose. Elles n'étaient plus craintives. Elles pouvaient s'exprimer. Oui, et puis vous avez un petit peu, titillé, comment dire, réveillé leur sens créatif davantage en ouvrant un panel comme ça devant elles. Effectivement, j'ai été charmée de trouver une jeune fille à la Rouate. Là, c'est la chef de projet qui est là, Madame Maya Asgar, qui a tout mis au point pour ce projet. J'ai été charmée de trouver des jeunes femmes toutes pleines d'énergie, et moi-même, ça m'a encouragée à continuer à faire des formations, à continuer à les aider, à continuer à leur fournir d'autres modèles. Ce sont des modèles que je crée moi-même avec mes idées, avec tout ce que je vois en France, avec mes expositions, avec Madame Caudry, que je salue et que je remercie qu'on salue beaucoup. également. Et là, par exemple, on a un petit cadre. Je ne sais pas si la caméra woman en face de moi, Dida, s'il te plaît, merci. Alors, on va montrer, c'est simplement le motif qui est mis en valeur. On peut après raconter l'histoire de motif. Voilà. On parlait tout à l'heure du tapis d'Aït Hichem. Les femmes d'Aït Hichem transmettent des messages de mère en fille à l'exécution de chaque ouvrage. Oui, les motifs de Kabylie sont restés berbères jusqu'après, disons, jusqu'après la période de la Fatma Soumer. Parce qu'en fait, cette région n'était pas encore colonisée. Elle a été colonisée en dernier temps. Tardivement, voilà, pour comprendre les motifs traditionnels du tapis, il faut connaître l'histoire aussi. Oui. Donc les motifs berbères, ces motifs-là de Kabylie, de région en région, chacun a son assemblage. Oui. Et donc ça permet de retrouver le motif de Beni Hichem, Beni Douala, Beni Yeni, de Aït Hichem, pardon, excusez-moi, Beni Douala, Beni Yeni. Chaque région a sa modification par rapport à ce symbole-là. Par rapport au message transmis. Oui, c'était un travail qui était très conséquent, très important. C'est aussi le directeur de la chambre de Gardaïa de l'Argoat qui nous a cédé l'espace. C'était important pour nous parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans le désert sous une khaïma. Il faisait chaud, c'était tempéré. Il nous a permis un petit peu de faire la formation là-bas. Et l'important, c'est que ces femmes doivent développer un sens du renouveau. Elles ont toujours peur de sortir du traditionnel et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et donc ça, c'est important. Ça a commencé quand même depuis justement l'instauration comment on appelle, le salon de l'artisanat a permis justement une évolution qualitative vers des visions nouvelles, des créations différentes, un peu modernisées. On le voit à chaque salon, on voit l'évolution. Mais bon, c'est bien de faire ce travail de proximité parce qu'elles n'ont pas toutes la chance de venir dans un salon pareil. Voilà, on a remarqué ça. C'est vrai que je suis maître artisane depuis maintenant presque 18 ans. J'ai quand même fait ces foires internationales et nous avons communiqué ces femmes entre nous. Et elles me disaient, tu sais, elles ne veulent pas travailler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, je suis allée vers elle. On va vous prouver le contraire. Voilà, je lui ai prouvé le contraire. J'ai pu communiquer avec ces jeunes filles. Je trouvais ça formidable. Et c'est vrai qu'on les voit. Celles qui ont la chance de participer aux salons internationaux sont d'une grande timidité parce qu'elles ne sont pratiquement jamais sorties de leur village, jamais sorties de leur ville. Et donc, quand elles se retrouvent dans des milieux pareils, c'est tout simplement la timidité qui fait qu'elles ne mettent pas en valeur leur savoir-faire. Exactement. Nous avons aussi
ouvert un volet sur les stands. Je leur ai dit de ne plus vous asseoir comme ça et de ne plus mettre les tapis par terre parce que ça empêche les clients de rentrer. Donc on a fait une check sur la mise en place d'un stand. Comment vous le faites, comment vous parlez à votre client, comment profiler le client, comment aussi sourire, comment être là, comment expliquer, raconter l'histoire du tapis. Quand on raconte, même si on n'a pas envie de vendre, on raconte l'histoire du tapis. On montre qu'on est professionnel, voilà, on montre qu'on sait faire les choses. Et donc là, on a plus envie, on donne envie aux clients d'aller et de faire un geste pour elles. Absolument, absolument. En tout cas, vos ouvrages ici oui, même voilà, racontent plein d'histoires. Ça, c'est la clé de Taman Rasset. Si on montre, je ne sais pas quelle caméra pourrait prendre cet ouvrage. Allez-y, ouais. donnez-le-moi. Ouais, ben voilà, on le voit. Très bien, parfait. Vous voyez, ça, j'ai l'impression que c'est la clé du Sud, non? C'est la clé de Taman Rasset. C'est la clé de Taman Rasset, tout à fait. La donc clé elles ont vu aussi qu'elles peuvent faire n'importe quel autre motif berbère. Et aussi le format peut changer. Là c'est tout petit, c'est facile. Ça c'est des petits napperons. Ça prend pas beaucoup de temps. Et ça peut décorer une table de fort belle manière. C'est des petits napperons, des accoudoirs, des repose-têtes. Il fallait aussi qu'elles aillent vers l'aménagement du domicile. Elles ont vu aussi que leurs grand-mères ont conçu des modèles. Comme Agardaya, c'est le génie de ces femmes-là. Elles ont construit des modèles comme le chandelier, comme la clé, etc. Qu'elles-mêmes, avec leurs histoires, elles pouvaient, avec leur entourage, elles pouvaient créer des modèles à elles. Et qui peuvent être portés également par la femme. Là, vous avez ramené un très beau châle. Chemin de table. Ça, c'est un chemin de table et ça ressemble aussi au châle. Ça ressemble au châle aussi. Ça peut, oui. Nous avons eu aussi des personnes qui disaient, tiens, c'est un châle. Ben, voilà. Eh ben non, c'est un chemin de table. Elles se sont trompées un peu comme moi, mais ça pourrait aussi. Bon, enfin, on a vu des modèles d'écharpes un petit peu tissées de cette façon. Oui, façon on voulait épurée, surtout, avec les mêmes motifs. Voilà, je voulais surtout aller vers ces jeunes femmes-là, leur donner un nouveau... Du coup, on voyait qu'elles se détachaient un petit peu de la mentalité de sa maman. Elle disait, oui, moi aussi, je veux faire ça, j'ai des idées. Elle voyait sur les pages Facebook, certaines avaient des pages Facebook, oui, mais dans ces oasis-là, où on a un petit peu, j'ai fait le tour de toutes ces oasis-là, elles n'ont pas la connexion à Internet. Oui. Et donc, elles ne peuvent pas aller au-delà de certaines choses. Absolument, j'imagine. Mais en tout cas, rappelons un petit peu que vous êtes maître artisane vous-même. Ça vous a permis un petit peu d'aller vers ces femmes. Vous êtes à l'origine ingénieur, dites-moi. Je suis ingénieure d'État en électrotechnique. Je voulais comprendre un petit peu la transition qui s'est faite pour vous. Alors, je suis ingénieure d'État en électrotechnique. C'est vrai, je suis diplômée suisse-allemand sur les techniques de tissage semi-industriel et artisanal. Je suis diplômée par la Chambre des métiers de Paris sur la communication. Derrière tout ça, il y a une maman. Je suis de Cherchel. Nos traditions, c'était tisser, tricoter, travail de la laine. D'ailleurs, moi-même, j'ai des tissages que j'ai gardés de Cherchel, où il y a la grande maison de tapis. Et ma mère m'a inculqué ça. Ma mère m'a inculqué l'amour de la laine, ma mère m'a inculqué l'amour du travail, l'amour du beau, du design, du renouveau. J'ai vraiment une mère superbe. Et ça vous a donné justement une source d'épanouissement intarissable, j'ai l'impression. Oui. Je le sens à l'émotion. C'est important, c'est très important. D'ailleurs, ces jeunes femmes, je les ai considérées comme des jeunes filles, exactement. Je me retrouvais un petit peu en elles. Et après, à la fin, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui pouvaient donner. Et donc, elles se sont rattachées à moi. Et on a fait, en fait, à la fin, on a avec celle de Timushent, Tlemcen, non, on n'a pas eu des filles de Gardayan. On a eu les filles de Larouat, on a eu les filles de Timimoun, on a eu les filles de Tlemcen. On a fait un réseau entre elles. Elles ont fait un réseau entre elles. C'est-à-dire qu'elles s'entraidaient à la fin. Celle de Timimoun disait, j'ai pas de plastique. Celle de Timouchoun leur disait, on a plastique, on va faire le ramassage pour toi. Donc elles ont créé carrément un réseau. Elles ont créé un club, une solidarité entre elles qui m'a beaucoup émue et qui m'a donné beaucoup de confiance. Vous nous avez ému, Amina Youssef Khoudja, donc merci pour ce témoignage autour du tissage et de la préservation de ce legs ancestral. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent pour la suite, les tournées prochaine et puis on vous retrouvera avec plaisir sur ce plateau pour parler de tissage. Vous en parlez avec tellement d'amour. Nos derniers invités attendent, mesdames, messieurs, donc on va les recevoir tout de suite après.
se sont confortablement installés. Il s'agit de Sabrina Djilali Sayah. Bienvenue Sabrina. Merci pour l'invitation. Et puis Sheima Lounès, bienvenue. Ambassadrice donc de l'université Saad Dahleb de Blida. C'est bien ça. Exactement. Et c'est du club NSC, Natural Sciences Club, et CSCC aussi. Très bien, répétez-le encore. NSC, Natural Sciences Club, et le club CSCC. Voilà, très bien. Donc ce sont des clubs qui ont eu une initiative louable cette semaine. Depuis hier, donc vous travaillez telle une fourmilière dans cette université Saad Dahleb. Voilà, exactement. Donc on est actif depuis 2 ans pour le club NSC. Très bien. Donc on a collaboré avec nos chers amis du club CSCC pour faire... Donc, un petit peu, vous êtes une filière qui s'est détachée de ce club un petit peu, voilà. Qui a préféré de s'orienter vers des activités un peu plus, disons, culturelles. Voilà, culturelles, scientifiques, aussi on fait aussi des sensibilisations. D'habitude, on fait juste des sensibilisations. Par contre, à l'exception de cet événement University qui a réuni deux clubs leaders au niveau de l'université Saad Dahleb Blida, donc c'est l'University. C'est un événement qui se base sous le thème tri sélectif, donc en parlant sur la gestion des déchets. Donc on a fait une sensibilisation, en même temps des études statistiques pour... donc on a fait des expériences sociales, etc. avec les étudiants, au niveau de l'université bien sûr. Très bien, on va écouter un petit peu, oui Sheima. Juste rajouter absolument, j'allais y venir. Voilà, donc ce n'est pas seulement une journée de sensibilisation, comme elle vient de le dire, c'est un projet à lancer. Oui. On a lancé un projet qui est de mettre les bacs du tri sélectif dans quelques facultés de l'université de Saad Dahleb et de faire le suivi pendant 2 mois de la déposition et voir justement si les gens ils sont avec cette idée ou pas. Et après, pourquoi pas communiquer cette idée pour les entreprises. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement observer un petit peu le remplissage de ces poubelles, disons, qui seront posées pour un tri sélectif, vous allez aussi interroger les étudiants. C'est une étude que vous préparez en parallèle. C'est une étude, un sondage, c'est bien voilà. Cela. Donc on a fait des reportages avec des étudiants, en quelque sorte des interviews pour leur demander pourquoi ils n'adaptent pas encore cette idée. On est un peu loin. Et si les bacs de tri sélectif étaient juste devant eux, est-ce qu'ils vont appliquer cette loi ou pas? Vont-ils vraiment jeter leurs canettes par-ci, leurs bouteilles par-ci, leurs papiers aussi? Donc cette étude a été faite au niveau des cités universitaires de Blida. Cité 7 et voilà. Et on est sorti au niveau de différentes facultés au niveau de l'université. Donc on a distribué des sondages pour savoir à peu près est-ce que les étudiants ont déjà une idée sur le tri sélectif ou bien non. Malheureusement, on peut dire que 2% des étudiants qui avaient au moins une idée sur ce que ça veut dire le tri sélectif. Ou qui l'avaient peut-être déjà fait un jour. Voilà. Non, personne n'a déjà fait. C'est pas du tout. Voilà, exactement. Par contre, ils ont bien aimé l'idée. Voilà. Par contre, ils ont vraiment bien aimé l'idée. On les a expliqués. On a même fait des statistiques sur ça pour savoir si, parce que le 3e jour de cet événement, on va faire une sensibilisation avec les étudiants. On va installer les bacs de tri sélectif et on va aussi on va faire le suivi pour savoir les statistiques exactement. Est-ce que ça va réussir ou bien non, le tri sélectif? Il faut dire qu'un tri permet aussi une récupération. Cette récupération peut être aussi un motif pour un travail, une activité donc commerciale ou économique qui va suivre. Et c'est ce que vous essayez aussi d'inculquer aux étudiants à travers cette activité, à travers aussi un concours que vous avez lancé, un concours de start-up. Avant d'arriver au concours, allez-y. On a invité pas mal d'entreprises qui sont très actives dans ce milieu-là. Par exemple, il y a des entreprises qui récupèrent les matières organiques pour l'utiliser dans l'agriculture. Il y a d'autres qui récupèrent le papier, etc. Donc, on a eu ces exemples. Ils sont venus hier et aujourd'hui pour exposer leur travail. Et pour la start-up, elle commencera demain, Inch'Allah. Oui. Je la laisse. Parce que je suis l'organisatrice du start-up. Allez-y, donc voilà, pour la start-up, on a commencé aujourd'hui avec les formations. Ça se déroulera dans 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et mercredi. Donc les formations, ça se roule sur le thème, c'est la gestion des déchets. Exactement. Donc on va même expliquer aux étudiants, aux participants, c'est quoi start-up, comment s'intégrer dans le domaine entrepreneuriat, parce que start-up,
c'est avoir une idée à développer et se lancer. Voilà, c'est ça le concours. Voilà. On a eu Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui se sont jetés à l'eau, qui se sont inscrits? Oui, plusieurs. On a, pour le moment, on est à 60, plus que 60 participants. Ça va, donc c'est pas quelques-uns, c'est beaucoup. Même de différentes wilayas. Donc voilà, exactement, de différentes wilayas. Donc on les reçoit aujourd'hui et que je salue. Ils sont en train de venir de. Ils sont en train de dire où est Sabrina? Où est Sabrina? On est perdu. Je l'ai laissé seule. Je salue l'équipe qui est en même temps. Voilà, je salue l'équipe qui est en même temps en train de travailler au niveau de l'auditorium de Saad Dahleb Blida. Très bien. Voilà. Donc pour le deuxième jour du start-up, ça sera le mardi, Inch'Allah. On lance, la compétition commencera, Inch'Allah, entre les groupes. Donc ils ont toute une journée. Le mercredi, Inch'Allah, ils vont présenter leur travail. Ils vont d'abord être orientés, j'imagine, et coachés. Oui, exactement. On a des coachs pour le mardi, Inch'Allah. Ils vont les suivre dans les différents, dans business plan, coach pour la communication, coach même pour le développement, cette web, exactement. Donc, il y aura... Et ils ne vont pas dormir la nuit pour présenter le lendemain leur travail. Voilà, parce que ça sera la concurrence, c'est le concept de concurrence. Certainement qu'ils vont s'arrêter, comme on dit. Ils vont travailler toute la nuit pour pouvoir présenter leur travail. Voilà, pour le meilleur gagne. Pour que le meilleur gagne, et puis qu'il y ait de bonnes idées, qu'il y ait un petit vivier comme ça d'idées que vous pourrez peut-être exploiter dans vos études. Exactement, c'est notre but pour rendre cet événement un peu innovant, actif et aussi dynamique. Parce que si on s'arrête seulement sur la sensibilisation, on ne va pas aboutir à 100% notre but. Par contre, notre but, c'est d'aller plus loin, donc de savoir que ces déchets-là, ils ont une valeur économique. Donc, une fois que les gens comprennent que les déchets ont une valeur économique, ils vont aller au bout avec ça. Ils vont travailler de leur cœur pour gagner. Parce que qui n'aiment pas gagner dans cette vie, voilà. Il n'y a pas seulement que le fait de gagner. Il y a aussi le fait de réfléchir en tant qu'étudiant, de sortir aussi de la routine des classes, des cours pour quelque chose de concret et aussi qui prépare un petit peu votre avenir. Donc, je rappelle que vous êtes toutes les deux étudiantes, l'une en chimie pharmaceutique pour Sabrina et puis biologie. Donc ce sont quand même des domaines où la récupération des déchets peut avoir une valeur et être une matière aussi pour l'étude. C'est excellent en tout cas. Merci mesdemoiselles de nous avoir accompagnés. Je pense qu'on arrive, je ne sais pas si on peut me confirmer, l'horaire arrive à sa fin, c'est bien cela? Allez, un petit dernier mot les filles. Oui, allez. bien sûr. Enfin, on voulait remercier les deux clubs CSCC et NSC pour cette organisation de cet événement. Aussi les partenariats avec nous qui nous ont aidés, CET, Tipaza et Ardnap Blida, donc qui nous ont vraiment aidés dans cet événement. Aussi Madame Naïma, la directrice des activités culturelles au niveau du Saad Dahleb, au vice-recteur et toute personne qui a participé pour réussir cet événement et aux participants bien sûr. L'AND qui nous ont énormément aidés ils nous ont donné les bacs du trait sélectif, donc on les remercie également pour leur soutien. Et on invite également les gens à venir demain, Inch'Allah, parce qu'il y aura... Le mardi, surtout pour le mardi, j'invite tous les étudiants de Saad Dahleb Blida, même que ceux qui veulent nous rejoindre pour venir. Il y aura une grande sensibilisation au niveau de l'université. Donc, je les invite fortement qu'ils nous aident pour faire passer ce message, pour nettoyer notre environnement. Donc, c'est ça ce qui est important. Bravo pour votre implication, mesdemoiselles. Donc, je rappelle que vous êtes Sabrina Djilali.